tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Club EDJ. Club EDJ, c'est quoi? C'est l'analyse d'une actualité d'un sport en particulier. Et pour cette semaine, c'est deux sports, rugby et volley. Pour cela, deux chroniqueurs experts de chaque sport. Justine Carrière pour le rugby. Comment ça va, Justine? Bah écoute, ça va et toi? Parfaitement. Et Nils Sadman pour le volley. Eh oui, Ça va, la forme? ça va, impeccable, toujours. Toujours sur le volley, Ouais, toi? toujours, ça change pas. Pour cela, on a également deux invités. On a Flavio Aschini à ma gauche et Lilian Zaioli à ma droite pour les joueurs de rugby. On a aussi Lohan Nagminem en interview enregistrée par Nils Sadman de Club EDJ épisode 4 saison 2025-2026. C'est parti. Tout d'abord, voici les dernières informations marquantes dans le monde du sport au niveau international, national et local avec Mathis Courdouan, l'homme qui est derrière les caméras normalement mais qui est à côté de moi. Bonjour à tous. Voilà. Il Bon, on change fait comme de on peut poste pour- aujourd'hui. On fait comme on peut pour l'installation, mais c'est avec plaisir que je vais présenter ce Flash Info. Et on commence tout de suite fort avec le ballon rond. 3 nouvelles nations viennent de décrocher leur billet pour la Coupe du Monde. C'est le Panama, Haïti et Curaçao. Historique pour Curaçao, qui disputera sa première phase finale de Coupe du Monde. Alors, petite question pour vous sur le plateau. En quelle année Haïti a participé pour la première fois à la Coupe du Monde? On est déjà en quiz là ou c'est quoi? Exactement, voilà. Ah ouais. C'est... On commence par les questions. On change les codes de l'émission, voilà, j'ai décidé de vous Haïti. challenger un peu. Haïti, ouais. Haïti, ouais. Ils ont participé une seule fois à la Coupe du Monde. 2012. Ça c'est pas mal, ça c'est une réponse que j'aime. Quelqu'un d'autre a eu cette idée? Ah ouais. Moi, Je j'aurais sais dit pas les du tout. années 60-70. Ouais, un t'es truc pas comme mal. ça. T'es pas mal. Merci. Dans les années Coupe du Monde des années 70, c'était en 1974. Ok. Ah, La j'avais dit seule- 74 en plus. Hein. Ah, c'est pas mal, t'auras déjà un point pour le quiz de tout à l'heure. Voilà, donc Merci. c'était la Ça seule m'arrange. participation pour l'instant de Haïti qui va participer à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. On troque les crampons pour les raquettes et c'est la douche froide pour les Bleus. En quart de finale de la Coupe Davis, l'équipe de France est inclinée face à la Belgique. Donc fin de parcours Une pour fraude. les tricolores. Ouais, exactement, un petit peu décevant quand même. Mm. Direction les parquets maintenant, où une légende continue d'écrire l'histoire. LeBron James vient d'entamer sa 23e saison NBA. Il dépasse Vince Carter et devient le seul joueur de l'histoire à atteindre ce cap. On change de ballon, cette fois c'est l'ovale. Hier, la Belgique a bien failli créer l'exploit le plus fou du rugby mondial, se qualifier pour la Coupe du Monde 2027. Ça s'est joué à rien, mais face aux Samoa, la Belgique s'est malheureusement inclinée et filera en Australie. Les Belges peuvent être fiers, ils font trembler tout le monde. Et on termine en beauté sur la glace. À quelques mois des JO de Milan-Cortina en 2025, Tommy Lebino a envoyé un message clair. Le Français vient de pulvériser le record du monde du 5000 mètres en patinage de vitesse. Le Marseillais risque de résonner souvent l'hiver prochain. Et donc je vais me retirer de cette émission. Merci à Enzo pour la participation. Merci Enzo pour la participation. Et je me retire et je laisse la place. Tu retournes derrière les caméras, Mathis, téléphone de tête. Fais gaffe, il y a une télé quand même. T'as été brillant, Mathis. T'as été très bon. Merci Mathis. Merci Mathis. En tout cas, petite question à vous. Quelle actualité vous a le plus marqué Ah, Chacun son tour. la Coupe Davis en vrai. La Coupe Davis Les Bah James. ouais. Allez, Ouais, je pense LeBron James ou même Belgique-Samoa. Ouais. Je pense que c'est Match nul en plus. Ouais. Donc, c'est dommage pour la Belgique, ça aurait pu être une belle opportunité pour eux. En plus, il y a plein de joueurs qui jouent en National 1. Il y en a pas- c'est- ouais. Il y en a pas mal, ouais. coupe, hein, Ouais. Mm. des joueurs de national. Haïti aussi, c'est beau pour la petite île, ouais, franchement, pour l'histoire. Ouais. Et Curaçao se aussi, qualifier. ce Curaçao pays-là. aussi, c'est fou. J'ai vu la statistique passer. Il n'y a aucun joueur dans le groupe présent d'hier soir Fou, hein. n'est né là-bas. Ouais. C'est complètement lunaire. Donc voilà, désormais, on va parler volley avec toi, Nils. Une seule victoire depuis le début de saison. Que se passe-t-il chez les Aigles? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Nils? Bah, c'est un début assez catastrophique pour le Nice Volleyball, honnêtement. 6 journées, une seule victoire et déjà 5 défaites au compteur. C'est une dynamique d'équipe qui semble un peu brisée presque dès la première partie de la saison. En fait, tout a commencé avec ce tie-break perdu à domicile contre Tourcoing. Un match marathon de plus de 2h30 quand même. Nice avait le match en main mais n'a jamais réussi à tenir dans les moments chauds et malheureusement ce scénario va se répéter encore et encore. Contre 7, on retrouve toujours les mêmes failles. Nice prend le premier set, mais s'incline finalement 1-3, malgré un Dulski incandescent à 25 points quand même, et plus de 50% de réussite à l'attaque. Mais voilà, l'attaque, quand elle dépend d'un seul homme, le collectif il s'effrite un peu vite.
Il y a eu le déplacement à Chaumont samedi dernier. Qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat là-bas? Chaumont, ils n'avaient pas encore gagné de match à domicile, et même un seul match de cette saison. Et bien, ce sont eux qui ont mis Nice à terre, donc avec 3-7-1, pardon, avec un troisième set perdu quand même 25-13. Et en fait, le chiffre qui résume tout, c'est 14 points encaissés sur le bloc. C'est 14, c'est complètement fou. Et le contre niçois n'y est pas, la réception non plus, trop d'imprécision, trop d'hésitation, des ballons gratuits offerts à l'adversaire. Et on a l'impression que Nice vraiment joue par séquence, mais jamais au bon moment. Et physiquement, techniquement, mentalement, il manque un fil conducteur. Le collectif ne se trouve pas, la défense au filet est un peu trop passive et la réception ne permet pas de construire sereinement une bonne attaque. Résultat, dès que l'adversaire accélère, Nice sort du match complètement. Mais qu'est-ce qui manque au final pour que Nice relève la pente et aille chercher ses ambitions du début de saison? Pour moi, de ce que j'ai vu dans ce début de saison, il manque 3 choses essentielles à cette équipe. Premièrement, c'est la stabilité en réception. Voilà, c'est leur gros point faible pour construire vraiment du jeu, car une bonne réception, ça entraîne une bonne passe, qui entraîne ensuite une bonne attaque, surtout pour les centraux par exemple. Comme on le sait, qui sont les points forts de Nice avec Loan Nakminiam qu'on va voir ensuite en interview, et aussi McHenry, le géant américain. Et deuxièmement, c'est un bloc plus discipliné. Voilà, le soutien à l'attaque, lui, est aussi un véritable problème. On doit en faire plus, on doit être plus présent lorsqu'un coéquipier saute à l'attaque, et les joueurs sont vraiment trop passifs. Voilà. Et enfin, il manque un vrai leadership, un patron qui ramène tout le monde dans le même rythme. C'est une équipe un peu jeune, où chaque joueur se connaît peu, voire pas du tout. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait quelqu'un qui puisse prendre les rênes de cette équipe. Il faut un joueur un peu d'expérience, qui a un caractère un peu bien trempé et qui sait utiliser les mots pour motiver. Bon, on sait qu'on a Rodney Akong, le Séchelois. Il l'a fait contre 7, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Et on voit que l'équipe a quand même des individualités et pas encore une véritable identité. Et on sait qu'en Liga, ça pardonne jamais tout simplement. Et aujourd'hui, Nice flirte encore avec les profondeurs du classement. Ils sont actuellement 12e de la Marmara Spike League. C'est un début de saison qui est un peu inquiétant, on va dire, mais il est plus limite alarmant, quoi. Et l'équipe doit se réinventer très vite. Et prochain rendez-vous de jeudi soir, donc à 20h face à Paris. Merci Nils. Moi, je demandais vite fait à Flavio et à Lilian, est-ce que vous allez suivre les matchs des différents clubs niçois, comme le volley là? Le volley, pas trop, mais après, je sais qu'il y a le hand, où beaucoup de Niçois vont voir les filles, parce qu'il n'y a pas les hommes, je crois, mais les filles, pareil, elles viennent nous voir. Après, il y a le hockey sur glace, non? Ouais, il y a du hockey sur glace. Après, nous personnellement, on va pas trop voir parce qu'on n'est pas au courant non plus des rencontres qu'il peut y avoir. Et c'est aussi le temps. En fait, peut-être qu'on a pas trop le temps, malgré le fait qu'on ait des entraînements le matin. L'après-midi, souvent, on a des choses à faire. Soit on a la musculation, soit il y en a qui ont des vies de famille, qui doivent s'occuper de leurs enfants. Il y en a qui ont des études. Donc forcément, des fois, ça nous manque un peu de temps. Mais pourquoi pas aller voir ce qui se fait un peu dans la ville. Merci beaucoup pour cet avis. En tout cas, nous, on va passer désormais avec l'interview de Loan Nakminiam. Nous sommes allés à sa rencontre pour évoquer le début de saison des Niçois. Une interview signée Nils Adman et Enzo Puren. Salut Loan, comment Salut, tu vas? Ça bien va? et toi? Ouais, ça va impeccable. Dis-moi, tu es nouveau ici dans le club, tu es arrivé donc, en début de saison. Comment tu t'es senti niveau plan personnel ici, avec tes coéquipiers, l'intégration, l'environnement, tout ça? Est-ce que ça a été facile de t'adapter dans ce club? Ouais, vraiment super bien, ça a été super rapide. Mon frère avait joué ici auparavant il y a 3 saisons, donc je connaissais quelques personnes déjà au sein du club. Et après, le groupe, il était nouveau, je connaissais quelques-uns, mais parce qu'on avait déjà joué contre. Et on a directement eu une super entente avec le groupe. Ça se passait vraiment super bien dès le début. On rigolait bien, on travaillait dur, donc c'est super bien fait. Ok. Je le rappelle aussi, tu es central C'est ça. ici donc dans cette équipe. C'est un rôle un peu très spécifique au volley, qui est indispensable en fait. Et quelles sont, selon toi, les forces que tu apportes à cette équipe? Les forces, ce que j'aimerais apporter, en tout cas, ce que j'aspire à apporter, c'est vraiment au bloc, parce que les centraux, même s'ils ont des ballons, c'est pas là où ils ont le plus de ballons. Ouais. Par rapport à, par exemple, une pointue, par exemple David, lui qui a beaucoup de ballons dans le match. Donc, ce qui est important pour nous, c'est le bloc, être bien présent au bloc, prendre des options. C'est un peu un jeu d'échecs avec le passeur adverse, donc une bonne prise d'option. Et après, quand j'ai les ballons à l'attaque, faire mes points, apporter au service et beaucoup aussi d'énergie, d'engagement, soutenir les coéquipiers, tout ça. Une sorte de leadership en plus. Quel est ton regard, tout simplement, en ce début de saison?
Mais un début de saison un peu mitigé parce que dans ce qu'on produit comme jeu, c'est quand même intéressant. On joue sûr. quand même, on joue bien. Enfin, pas tout le temps, justement, sinon on gagnerait, mais on joue plutôt bien. Après, il y a la blessure de Riley, notre capitaine, qui nous fait mal parce que c'est un gars qui apporte une sérénité sur le terrain Bien sûr. quand il est là, que ce soit en récep, à l'attaque, au bloc. C'est vraiment un mec indispensable dans l'équipe. Donc c'est sûr que ça nous a mis un petit coup, mais les mecs qui sont là, ils apportent énormément aussi dans d'autres domaines, mais, euh, mais c'est plus qu'on n'arrive pas à faire des matchs complets. On l'a fait à Toulouse, et encore même si c'était pas complet à 100%, on a quand même réussi, c'est notre meilleur match de la saison. Ouais. Mais tous les autres matchs, on joue très bien par période, C'est ça. mais par période, même dans le set, il y a des fois on a des hauts, des bas, Ouais. et on n'arrive pas à faire une fin de set complète, et même on n'arrive pas à finir, à faire mal quand money time, c'est là où on doit être des machines et justement finir les sets, parce que souvent on est devant, et c'est ça, sur ça qu'on doit travailler. Mais ça, c'est même pas tant du volet, c'est aussi un aspect mental, parce que les points, on arrive à les faire jusque 20, et c'est là où après où ça coûte cher. Mais tu pourrais quand même l'expliquer, voilà, ce qui vous manque clairement pour avoir un set complet, un match complet, ou Bah après, c'est c'est dans des détails? en vrai, là pour le moment, ça a été un peu des détails. Après, c'est sûr que c'est pas pour viser un secteur, mais c'est vrai que la réception, c'est pas ce qui c'était pas top, enfin pas parfait. Donc, mais après, c'est tous les secteurs, parce que quand il y a la réception, des fois il y a de l'attaque, c'est pas ça. Donc, mais c'est plus être plus méchant au moment où ça compte. C'est plus ça que je retiendrai. Qu'est-ce que tu penses justement un petit peu de ces ambitions? Est-ce que c'est inatteignable maintenant? Est-ce que vous ne baissez pas les bras? Non, 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 pas du tout, parce que le championnat de France, cette année, va être très, très, très serré. Il y a quelques équipes qui se détachent, mais le reste, il n'y a aucune certitude pour tout le monde. Chaque équipe peut battre n'importe quelle équipe. Chaque match dans le championnat de France, c'est comme ça. Donc, c'est pas parce qu'on a mal commencé que la saison va pas bien se passer. Au contraire, j'ai une confiance absolue en l'équipe, en tous les gars présents dans l'équipe, que ce soit les joueurs qui sont censés jouer, les joueurs qui sont censés pas forcément débuter. Chacun apporte énormément de choses. Donc, non, au contraire, je suis très optimiste pour la saison. Après, le but, c'est sûr qu'on aimerait faire aussi bien que l'année dernière. Mais après, l'objectif principal, c'est vraiment d'être en play-off, parce que c'est là où ça va jouer. Bien sûr. Mais non, 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 on est très optimiste pour la On vous suite. le souhaite en tout cas. Et ouais, donc on le sait, tu es quand même un pilier central, du coup. Est-ce que tu te sens quand même, tu as une petite pression ou pas? Tu as une sorte de responsabilité sur toi vis-à-vis du coach? Pas de pression, enfin pas de mauvaise pression en tout cas. C'est sûr qu'on a des responsabilités, on est joueur professionnel en Liga, donc c'est sûr que c'est notre travail, donc bien sûr qu'on a de la responsabilité. Après, pas de mauvaise pression. Donc moi, la pression, je me la mets plus moi-même, mais pour performer, parce que je m'entraîne important. pour ça. Ouais, c'est important. Mais aussi. c'est pas d'une mauvaise pression. Non. Et qu'est-ce que tu attends du public niçois, des supporters ici? On sait qu'ils étaient nombreux vendredi dernier. Est-ce que tu attends justement qu'ils viennent encore plus en nombre, que la salle soit encore plus bouillante? Bah, si à chaque match, c'est comme la semaine dernière, c'est incroyable. C'est l'une des meilleures ambiances que j'ai vues ici. Donc, Ouais, c'était fou. ah non, c'était fou. Ouais. L'ambiance était folle. Même à la fin du match, même après la défaite, ils ont quand même continué à crier et à encourager alors qu'on venait de perdre. Donc non, ça, c'est incroyable d'avoir un public comme ça. Et j'espère qu'ils reviendront pareil au prochain match. On va passer à l'analyse rugby. Cap sur Marcel Volo, où les Azuréens du Nice Rugby tentent de retrouver du terrain. Justine, dis-nous en plus s'il te plaît. Eh bien oui, on les attendait comme des aigles, mais au final leur parcours ressemble à celui d'un colibri, à reculons. En 2025, le club de Nice change de nom. On passe du Stade Niçois à Nice Rugby, donc qui dit nouvelle identité dit nouvelles ambitions. Avec ce rebranding, les dirigeants ne cachent rien. L'objectif est clair, remonter dès cette saison en Pro D2. Le recrutement y met aussi du sien. Des joueurs expérimentés font leur entrée dans les vestiaires. Des stars comme Jean-Pascal Barak ou Inoke Nalaga foulent la pelouse de Marcel Volo. En clair, ces nouveaux visages arrivent clairement pour porter les ambitions azuréennes. Et sur le terrain, finalement, ce Nissa de rêve, est-ce qu'il performe? Est-ce qu'il performe pas? Eh bien, au début, il faisait beaucoup. Surprise pour certains, consternation pour d'autres. Nice Rugby ne se promène pas en début de championnat. Il excelle. Dès les premiers jours, il confirme
En s'imposant à Tarbes 42-6, quelques matchs plus tard, Nice confirme son statut de favori. En 5e journée, ils battent Niort 20-16 à l'extérieur. À ce stade de la compétition, ils affichent alors la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Avec des statistiques aussi folles qu'étonnantes, ils vendent un rugby dynamique et percutant. Et ça marche. Face à Chambéry, encore une fois, Nice écrase son adversaire 31-7, démontrant que ce collectif en construction peut aussi punir sévèrement. Pourtant, tout n'est pas idyllique. Quand ils affrontent l'Olympique Marcois à domicile, ils tremblent d'erreurs d'indiscipline, des cartons jaunes, des relâchements. Désolé. Lilian ne jouait pas, mais Flavio, il a joué. Mais finissent par gagner 30-21. Tout ça pour montrer que même si des failles sont là, le collectif l'emporte. Mais le début de saison, il avait l'air de les mener sur la bonne voie. Qu'en est-il de la suite, comme tu nous as expliqué ? Eh bien, malheureusement, les Azuréens enchaînent ensuite les défaites sur fond d'irrégularité. Le mental en prend un coup et les projets deviennent bien loin de la réalité. Comme on le sait, le club ne cache pas ses rêves d'infrastructure. Le projet d'un nouveau stade d'ici 2029 est toujours dans les bacs. L'idée est bien de construire une base durable, mais sur le papier, ça reste risqué. Il s'agit là d'investissements lourds à long terme, mais pas que. Sur le plan sportif, le pari il est aussi énorme. Être favori absolu de la nationale avec un effectif renforcé, mais aussi assumer la pression de la remontée directe. La marge d'erreur est mince et la constance sera la clé. Enfin, niveau identitaire, le club joue gros. Entre la renaissance du Nice rugby local et les ambitions de haut niveau, s'il échoue, le retour de bâton sera bien rude. Et tu nous as parlé un peu du stade. Le fait de jouer dans un stade à guichet fermé, est-ce que c'est plaisant ou pas du tout ? Déjà, le fait de juste jouer chez nous, en fait, même s'il n'est pas à guichet fermé, c'est toujours, y a toujours un entrain derrière. Même quand il n'est pas plein, il y a toujours des supporters qui sont là pour regarder les matchs, pour nous supporter du coup. Et ça fait toujours plaisir. Ouais, toujours pareil, jouer à domicile, peu importe le nombre, déjà psychologiquement c'est que positif et ensuite toujours un engouement. C'est incroyable de jouer à domicile dans tout incroyable. Ouais. Cette année, en plus, avec les matchs gratuits, forcément, il y a beaucoup plus de monde et même les gens sont contents d'être là, quoi. On a vu dans l'actualité, le Midi Olympique a annoncé la possibilité de jouer à l'Allianz Riviera pour la finale. Est-ce que vous avez envie d'y aller là-bas, jouer devant Alors, tu m'apprends quelque chose. Nous, c'est vrai qu'on est vachement concentré sur les matchs, on regarde pas. Alors, c'est sûr qu'on a la finale dans notre tête. Bon, pour l'instant, on en est encore loin. La saison, on n'a même pas fait la mi-saison encore. Mais si ça se réalise, ça serait incroyable parce que c'est quand même le stade mythique de Nice. Et représenter sa ville en finale dans ce stade-là, forcément, je pense que c'est le rêve de tout Niçois, en vrai. Ouais, il a tout dit, jouer déjà la finale à domicile, même aux Arbouras, même si le stade, forcément, est trop petit. Mais alors, moi, j'avais entendu dans le vestiaire comme quoi l'Alliance était peut-être proposée, mais ouais, ça serait incroyable. Il y a aussi Périgueux, de ce que j'ai lu, on m'avait dit qui ça. ont proposé leur stade. On avait entendu. Donc on va passer à la partie interview maintenant. Flavio, Lilian, vous êtes désormais 5e au championnat. Comment vous analysez ce début de saison ? Je ne sais pas qui veut parler en premier. Vas-y. Non, après, ça a été dit, on a commencé fort. On a su imposer notre jeu. Maintenant, on a eu quelques irrégularités à l'extérieur. Je pense surtout à Bourg-en-Bresse et à Rouen, où là, on n'a pas fait le taf nécessaire et ça nous a coûté des points qu'on pouvait aller chercher et des points à domicile, des points bonus qu'on aurait dû prendre et qu'on n'a pas pris. Et je pense aussi que ça s'explique par la fatigue. La fatigue, je pense. Et en tant que joueur, justement, à la fin de matchs comme ça, qu'est-ce qu'on entend le plus dans le vestiaire, que ce soit de l'entraîneur ou des coéquipiers ? Déjà que c'est pas la fin du monde, même si beaucoup de journalistes parlent de Nice comme l'équipe à battre. Forcément, quand on va à l'extérieur, les équipes elles voient des joueurs qui ont que des grosses carrières à Nice, donc forcément elles jouent pas le match comme si elles jouaient une autre équipe. Donc forcément c'est un peu plus dur et à la fin du match, relever la tête et puis sur les matchs qu'on perd, on le perd, mais on fait quand même des bonnes choses tout au long du match. Ouais. Il y a pas mal de frustration. Ouais. Ça rejoint ce que tu dis. Il y a pas mal de frustration en fait parce que on est capable d'accomplir certaines choses et ça se retrouve pas forcément lors des matchs. Et ça, c'est assez frustrant quand même. Comme à Bourg-en-Bresse où en 20 minutes on gagne 18-0. Ouais.
après quelques erreurs, mais bon, en 20 minutes, on met quand même 18 points, ce qui est. C'est énorme, c'est juste qu'on C'est n'arrive énorme. pas. Voilà. C'est frustrant. C'est frustrant, Ouais. c'est le Je mot. pense que c'est le mot. C'est le mot pour ce début de saison. Justine, je crois que tu voulais parler du match de Narbonne. Ouais, carrément. Bah, on va évoquer souvenirs un peu douloureux, mais sur ce match-là, qu'est-ce qui a joué vraiment en votre défaveur? Qu'est-ce qui a joué en notre défaveur? Eh ben, je pense que la discipline, c'est souvent un point qu'on aborde lors des matchs à l'extérieur parce que c'est ce qui nous coûte souvent la victoire ou alors même des points de bonus. Et les efforts sur le terrain aussi, je pense qu'il y a la fatigue qui commence à arriver parce qu'on commence à enchaîner des matchs. Et les efforts ils sont moindres on va dire sur le terrain mais pas volontairement, c'est surtout parce qu'il y a, comme je l'ai dit, à la fatigue. Ok. Julien, t'es d'accord Non, sur sur ça? Narbonne, ouais, il a tout dit. Après, je pense que lui, il s'en est vraiment rendu compte parce qu'il a fait tout le match et un bel essai d'ailleurs. Fabio. Non, mais oui, il a tout dit sur le match de Narbonne. Mais quand on regarde le calendrier, là actuellement c'est plus de déplacements. Est-ce que c'est pas l'un des freins pour le classement à la fin Alors, en début de saison, on a commencé par 3 déplacements à l'extérieur. Donc je pense qu'au début, vu qu'on était encore, que c'était encore le début de saison, il n'y avait pas encore la fatigue mais je pense que les 3 matchs à l'extérieur, avec des gros déplacements, je pense que ça impacte forcément sur le milieu de début de saison. C'est ce qui explique les difficultés actuellement à l'extérieur, alors qu'à domicile vous êtes quasiment imprenable, on peut le dire. Je sais pas si ça peut être un facteur qui explique, mais moi je pense que ça l'est. Et c'est pas ce qui fait tout, mais ça y joue en grande partie, je pense. Je crois qu'on avait parlé déjà justement de ces énormes déplacements. On avait Il y parlé a de ça la une grosse dernière moyenne, fois avec une question. On avait vu que vous c'est faites, 16 000 km. vous faites plus de 20 000 km cette année Pendant avec la les saison, déplacements à ouais. Rennes, à Marc-en-Barœul, C'est énorme. Beaucoup dans à le nord de la Suresnes, à France. Toute la Massy. France, Déjà ça fait enfin. 4 déplacements dans le nord. On Ouais, peut même ouais. rajouter Niort. Même, après, dans le nord, oui, c'est sûr. Mais après, il y a tout ce qui est. Dans le nord, on y va souvent soit en train, des fois, quand on a la chance, on prend l'avion. Mais tout ce qui était début d'année, c'était du bus. Donc, Tarbes en bus, Narbonne. Ah ouais. Périgueux en bus. Narbonne c'est l'un des déplacements les plus courts de la saison. Et Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, Bourgoin en bus. Donc, je pense que ça y joue quand même un peu. Quand on se rappelle à la conférence de presse de Marc-en-Barœul, ils Ouais. étaient arrivés en retard parce qu'ils avaient eu un problème de train. De train, ouais. Ils sont arrivés à 16h, je crois, à la gare, alors que le match, il était à 18 à heures, le 18 match. heures. Donc ça reflète les manques de moyens dans les clubs de national, non? Ouais, c'est un peu. Moi, j'étais surpris d'apprendre ça parce que même en espoir et tout, d'habitude, on va à l'hôtel, quoi. Mais là, ça arrive à 16h, le match il est à 18h. Après, je sais qu'ils dormaient le soir finalement. Oui, dans le soir, ouais. Donc, mais forcément, ouais, c'est pas les. Il y a une grosse différence, je pense, de budget Ouais. entre certains clubs. Justine, je crois que tu avais une deuxième question Ouais. aussi. On a vu un large turnover justement sur le plan de l'effectif vers l'intersaison. Est-ce que le groupe est plus fort que la saison dernière? Alors plus fort, je ne saurais pas vous le dire parce que en vrai, la division elle change, donc on gagne plus de matchs. Après la Pro D2, c'était beaucoup plus difficile, mais c'est sûr qu'il y a des joueurs de renom qui ont intégré l'effectif et ça aide parce qu'ils amènent de l'expérience. Il y a aussi des jeunes comme nous qui avons envie forcément de prouver qu'on a aussi notre place et de représenter un peu le rugby de la région parce que c'est pas une région qui est connue pour son rugby. Mais ouais, plus fort, je sais pas. Maintenant, je sais qu'il y a plus de joueurs d'expérience. Alors peut-être que ça joue. Mais voilà. Vous, ça vous fait quoi justement de jouer avec des joueurs qui ont des expériences on peut- comme Barak ou quoi? On peut parler de vous deux. Là, il y a des figures du rugby français ou international. Il y a, pour toi, Flavio, il y a Owen Williams à ton poste. Et toi, c'est Guillaume Ourouette. Qu'est-ce qui vous apprend les Moi, deux? déjà, quand j'ai appris qu'il venait Guillaume, franchement, c'est que du j'étais trop content, quoi. Je sais qu'il va m'apprendre plein de trucs. Après, Jules Gimbert aussi, qui a quand même une centaine de matchs en top 14. Qui est des champions du monde 2018 Ouais. aussi. Et Guillaume qui en a 300, je crois, de matchs pro. Donc, franchement, pour les conseils qu'il donne à tous les entraînements après les matchs, même les autres joueurs, que ce soit des avants ou des trois quarts, ils ont tous de l'expérience. Il n'y en a pas un qui n'a pas des matchs en top 14. Il y en a des champions olympiques, des champions de France. Franchement, c'est on fait que apprendre tous les jours, je pense.
de l'apprentissage, Bah, toi Flavio, avec Owen Williams. Wow, avec Owen, en plus c'est une bonne concurrence, hein, parce que je pense que c'est à peu près comme Lilian. Nous on est là, pardon, on est là pour apprendre, et je pense qu'il n'y a qu'avec des joueurs comme ça qu'on peut apprendre. Owen, il a des sélections internationales, il a joué des matchs internationaux. Enfin, je veux dire, c'est quand même bénéfique pour nous de jouer avec des joueurs comme ça. C'est bénéfique. Toi, là on parle de la formation, on voit qu'elle porte son fruit. On voit, il y a eu Iliane Laurence, il y a Alexis Bouton aussi, il y a Benjamin Duttard qui est parti du côté de Yona. Est-ce que ça reflète le résultat de la politique menée par la direction? Non, je pense que le projet du club, c'est beaucoup la formation aussi. Enfin, on peut voir que cette année, le centre de formation, il a été, on va dire, repris en main, bien plus structuré. Après, forcément, pour nous les jeunes, c'est, on va dire, plus dur de jouer quand l'équipe elle est premier, qu'elle a beaucoup d'objectifs, que si elle était 8e, 9e. Là, il y a des vrais objectifs de résultats, donc forcément pour les coachs, c'est plus dur de faire confiance aux jeunes. Mais bon, après, c'est à nous d'aller le chercher aussi. Pardon. Flavio, toi, t'es d'accord Moi, je suis aussi? totalement d'accord avec ce qu'il dit, hein. C'est vrai qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, il y a des grandes ambitions pour ce club. Et le problème, c'est qu'il y a très peu de marge de manœuvre. Donc forcément, comme il a dit, les coachs ils vont plus faire confiance à des gens qui ont de l'expérience qu'à des jeunes qui ont pas, voire très peu de matchs en pro. Donc ça joue. Et toi, Lilian, justement, tu as disputé tes premières rencontres en pro récemment. Comment tu t'es préparé, que ce soit physiquement, psychologiquement, et comment tu as vécu un peu tout ça? Mais de base, je pensais que j'allais bien plus stresser que ça, Ok. mais surtout de l'excitation. Après, franchement, trop bien entouré. Les joueurs, ils donnent des conseils, ils te mettent vraiment dans le bain. Après, oui, quand je suis rentré contre Suresnes, j'avais l'excitation, j'étais trop content. Et j'ai essayé de tout donner. Mais oui, c'est que du bonheur et voilà, franchement, c'est que du kiff, hein. Tu étais content de le voir jouer ses premières minutes en professionnel? Ouais, moi j'étais content. Après, je pensais qu'on allait jouer un peu ensemble. Et moi je suis sorti, il est rentré. Je suis rentré à la fin, mais je suis pas rentré en 10, je suis rentré en 15. Du coup, bon, on n'a pas trop joué ensemble. Mais non, franchement, j'étais trop content pour lui. Et puis, c'était quand même une victoire, une belle victoire. Donc, c'est cool de commencer sur une victoire quand même. On était là, on a vécu tes premières minutes. Ah ouais. On a vu ça. Samedi, c'est Albi qui se présente au Stade Marcel Volo. À quoi vous attendez pour ce match? On voit qu'ils sont aussi dans le top 6, qui sont un peu plus haut que vous, mais à égalité, 2 points. Nous, on attend un gros match. Comme tous les matchs, on se prépare on prépare le match de la meilleure manière, je pense. En tout cas, on l'espère. Et Albi, ils vont venir avec des ambitions, c'est sûr, parce qu'ils jouent quand même quelque chose, hein. Ils sont déjà dans le top 6. Nous, on va essayer on va répondre, en fait, on va dire, à la défaite de samedi dernier, ouais. Et on va essayer de jouer le mieux possible. Lilian, c'est même avis. Non, Sur même quoi avis, en ça plus, sera je quoi pense que les... Albi, c'est une équipe qui joue très bien. Donc ça va être un beau challenge. Après, oui, nous, on veut pas se remettre en confiance, mais on veut passer la défaite de Narbonne et je pense que ça va être un gros match, j'espère. La défaite de Narbonne, elle reste dans les têtes là actuellement, on a l'impression. Elle reste pas dans les têtes, en fait. C'est juste que forcément, c'était premier contre deuxième. Même si c'est un match à l'extérieur, c'était un match sur lequel on pouvait même chercher un point jusqu'à la dernière minute. On n'a pas réussi à prendre 2 points malheureusement. Mais c'est une défaite, comme je l'ai dit, qui est assez frustrante, hein, au final, parce que on se rend compte qu'on a vraiment le niveau pour battre n'importe quelle équipe dans ce championnat, et que juste sur quelques erreurs, sur quelques détails, indiscipline, L'objectif pour les deux est toujours dans les têtes, c'est ça. bien sûr. Il n'en Bien sortira sûr. pas, je pense. Il sortira pas tant qu'on nous dira pas que c'est mort. Il sortira pas. Et puis même, c'est l'objectif de tout le monde, et ça doit nous animer, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est important de se montrer au niveau professionnel. Peut-être aussi avoir d'autres clubs qui viennent s'intéresser à vous. On sait que Flavio, tu as été sollicité par des clubs de top 14 et Pro D2. Est-ce que c'était le choix de rester vraiment à Nice? Ouais, moi c'était vraiment un choix, parce que j'avais envie déjà de rester dans ma ville. Enfin, dans ma ville. Je suis pas né à Nice, mais je suis de la région.
Et je suis à Nice depuis maintenant, ça va faire 5 ans, même 6. Et non, j'ai fait ce choix-là aussi parce que je savais que il y avait plus d'opportunités pour moi de jouer en pro et que pour moi le plus important c'est non pas de jouer dans un gros club une fois, mais dans un club de top 14 ou de Pro D2 une fois, mais plutôt d'avoir beaucoup de temps de jeu à Nice pour avoir plus d'expérience. D'accord, bah merci en tout cas de ce moment interview avec vous deux, Flavio et Lilian. Désormais, on va passer au jeu de fin d'émission. Pour cela, j'ai décidé de faire un jeu d'équipe. On l'avait préparé dans le jingle. C'était l'équipe Askini contre l'équipe Zeyoli. Donc vous êtes tous les deux les capitaines des équipes. Justine, tu seras avec Flavio et Nils, tu seras avec Lilian. Oui. Le but du jeu est simple. Je vais vous poser des questions de rapidité en référence à l'actualité sportive. Donc des questions de tout sport différents. Bon, ça n'a pas axé sur un sport en particulier. Première question. Il s'agit de football. Paul Pogba devrait refouler les terrains ce week-end. À quand remonte son dernier match? Je veux juste l'année. Son dernier match Avant le confinement, 19, ouais, j'aurais dit. 2019, je dirais. Faux. 2021, 2021. Faux. 20, Faux. 22. Faux. 18. Faux. 23. 2023. Sérieux? Nils, tu vois, c'est là que ça se passe. Voilà, premier point pour l'équipe Zeyoli. C'était le 3 septembre 2023 avec le maillot de la Juventus contre Empoli. Bah, en fait, il a eu la suspension juste avant, c'est ce qui l'a freiné. Suspension Et pour pour la dopage. Juve en plus, Flav, tu devrais le savoir. Pas du tout. Là, c'est plus votre domaine, les gars. Question rugby. Quel Français est nommé pour le titre de meilleur joueur de l'année? Louis Biabiaré. Bonne Bielbarré. réponse, Justine. Bravo C'est- Justine, c'est là que ça se passe. Voilà. C'est bien l'ailier bordelais, c'est Louis Bielbarré qui sera. Tu connais rien. J'ai vu le post Insta, on en a parlé hier en plus, c'est pour ça. On en a parlé hier. Il est nommé aux côtés de 3 Sud-Africains, Peter Steph Dutoit, Malcolm Marx et Ox Enche. Est-ce que vous pensez qu'il peut gagner? Ouais, je pense Ah, il a ses chances. Après, les Sud-Africains, ils sont boostés Ils un sont peu. bien hein. aimés. Ouais, ils sont bien aimés par la fédération, par World Rugby, donc ça va être dur, mais je pense que. Après, pour le coup, LBB, il a Ouais. fait ses preuves en club, À international l'international, aussi. franchement, c'est abusé, Franchement, ouais, c'est la sur le révélation. terrain. Vous l'avez jamais affronté, vous? Non, c'est pas de non, notre c'est génération. pas notre génération. Parce que 2003, je crois. Ouais. Nous, on a affronté 2004 ou 2006. Mais j'ai jamais eu la chance de jouer. Peut-être un jour. Hein. Ouais. J'espère. Question basket désormais. Quel basketteur français est forfait pour plusieurs semaines? Wemby. Wimby. Bonne réponse de Justine en C'est premier. là que ça Voilà. se passe. Deuxième. Ouais. 2 points à 1. Victor Mbanyama, Ouais, il est Salé. éloigné d'une élongation au mollet gauche. Ça va le faire louper au minimum entre 2 et 3 semaines selon le communiqué des Spurs. En MotoGP, la saison s'est terminée. À quelle place a terminé le Niçois Fabio Quartararo? Deuxième. Troisième. 4. 8ème. Faux, 6. Premier. faux. 9. 7. 9ème. 9ème, voilà. Le pilote niçois termine à la 9ème position. L'autre français, Johan Zarco, qui avait gagné le Grand Prix de France, termine lui à la 12ème position. Au handball, la Coupe du Monde féminine va débuter le 26 novembre. Combien de fois la France femme a-t-elle été championne du monde? 3 fois. 3 fois. Bonne réponse de Nils. Est-ce que tu as les années? T'es bon. Il est équipé. 3 Pour un point bonus. Non, pas ton bonus. Ah, là-dessus. Alors, je te dis les 3 années. Vas-y. 2000. T'es équipé, Nils. Hein. Ah ouais. Ah putain, les dates là, c'est chaud. 2012. Non, c'est les années impaires. Impair. Ah bah oui, c'est vrai. 2015. Non, 13. non. Moi je dis, on va. Ah ouais, ça va être trop dur. 2017 c'était bon. Voilà. Il y a 2003 et 2023. La France est tenante du titre. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ça devrait aller plutôt vite la prochaine question. C'est une question média. Sur quelle chaîne sera diffusée la finale intercontinentale que le PSG va disputer le 17 décembre prochain à 18h du côté de Doha? M6. M6, c'est une bonne réponse. Ah, c'est pas possible. Ah, zéro réponse juste. 3. Ah, il sert à rien, Flav. Du coup, ça fait 3 partout. J'avais prévu une dernière question au cas où quand même.
On va parler du judo et des Oh tatamis. non. Quelle judokate française Ah, j'ai pas son nom. a annoncé sa grossesse? Clarisse N- Agben. Ah, Nganou. Je dis Clarisse en Calme. premier. Les deux, vous les dites tous les deux en même temps. donc Clarisse Agbenienou. on va rester sur une belle égalité Allez, entre les deux équipes. 3-3. C'est donc Clarisse Bravo, les gars. Agbenienou qui a Fair play, annoncé être Bravo, les gars. enceinte de son deuxième enfant. Elle garde tout de même en tête ses objectifs de JO Bravo, elle. à Los Angeles. Pour information, elle était déjà enceinte avant les JO de Paris, donc ça serait peut-être un deuxième comeback après grossesse, ce qui serait une énorme performance. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Justine et Nils. Merci à toi. aussi Ouais, au merci. Nice à Rugby pour Merci à vous. votre arrivée, Flavio et Lilian. Merci pour l'invitation. Merci, non, c'était Moins stressé, c'est bon, ça va les gars? Ouais, non. Ouais, Flav, il était pas bien dans la voiture, mais Ouais. on s'en sort bien, je pense. hein. Non, cette fois-ci, on a trouvé l'adresse. Lilian On et- n'avait pas dévoilé la raison. Ouais, bah, Mathis, on peut la dévoiler maintenant. C'est Allez, que non, je connaissais l'adresse, je savais que c'était à Nice. Lilian m'a dit que en fait non, c'était à Cannes parce que lui il voulait faire je sais plus quoi comme étude. Et il m'a amené à Cannes-la-Boca. Et à, Merci Lilian. à Cannes-la-Boca dans les bouchons. Et au final, à 18h, on est devant un bâtiment. Fermé, tout noir. Voilà, et on appelle Gaspard. Et il nous dit bah, que non, c'est à Nice du coup. Donc ça nous a coûté une petite embrouille. Petit embrouille, ouais. Mais non, ouais. Mais bon, le principal, c'est qu'on soit là aujourd'hui, je pense. Voilà. Ouais, c'est ça. Dommage qu'il n'y avait pas Mathis. Ça aurait été Ouais, cool. c'est dommage, ça aurait pu être bien. En tout cas, on se dit à dans 2 semaines, nous, pour Club EDJ, qui sera une spéciale B1. On profite de l'atelier B1 B3. Un conseil, continuez de suivre l'actualité sportive. À très vite.